Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, bonjour à vous. Ce direct a pour objectif de revenir sur des aspects importants de notre lutte. À la suite de la sortie du président Tchani, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qui se sont dites à gauche et à droite pour essayer de minimiser ou de ridiculiser le combat que nous sommes en train de mener. Mais nous sommes dans un combat de survie qui nécessite beaucoup de réflexion. Je ne vais pas me focaliser exclusivement sur le Niger, je vais parler de l'ensemble de l'AES. Parce que pour moi, l'AES est un tout, c'est une entité qui va refonder cette Afrique, qui va définitivement briser les chaînes de l'esclavage de nos grandes nations. Notre peuple aura finalement sa voix et trouvera son chemin. Le code de ce qui se passe dans l'AES se ressentira jusqu'au Congo. Ça se ressentira au Soudan. Ça se ressentira en Centrafrique, ça se ressentira au Togo, ça se ressentira partout où les Africains, les Noirs africains, sont en train de souffrir de leur richesse, sont en train de souffrir de ce que la nature les a offert. Les gens essaient de vous faire croire que non, il y a d'autres priorités, que nous devrons être des adeptes de la démocratie et de la bonne gouvernance. Mais c'est quoi la démocratie? Pour commencer d'abord par ce sujet, je vais revenir sur quelque chose qui ne tique pas l'attention de beaucoup de gens, mais qui est une triste réalité. Parce qu'après nous avoir dominés, nous humiliés pendant des décennies, pendant des siècles, les gens sont revenus à la charge avec d'autres stratégies pour faire de nous éternellement de sous-hommes à leur service. Des gens qui ne sauront jamais ce qui est bon pour eux, comme l'a affirmé ici Macron. Je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts. Après ce discours, tout homme conscient qui aime sa patrie, qui se respecte, devrait se mettre à réfléchir. Mais malheureusement, ça n'a suscité aucune réaction, aucune réflexion chez nos hommes. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens appartiennent à cette élite française ou européenne. Des gens qui ont utilisé toutes sortes de superstitions pour nous dominer, afin de pouvoir atteindre les objectifs. Des gens qui pensent que nous sommes, nous, Africains, incapables de réfléchir par nous-mêmes sans influence aucune. Des gens qui, quand nous demandons plus pour notre peuple, quand nous demandons la liberté, quand nous demandons le respect, quand nous demandons la souveraineté, crient à gauche, à droite aux autres nations pour dire que c'est sous l'influence russe. Mais quand ils le font, c'est pas parce qu'ils ne savent pas que nous réfléchissons par nous-mêmes, non. C'est parce que ce sont des gens comme la France qui n'ont jamais gagné une guerre par eux-mêmes, qui se lèvent subitement pour distiller ce genre d'informations dans le but de contraindre les autres nations fortes qui les ont aidés de par le passé à gagner des guerres, à les aider à nous combattre. Alors que notre combat aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec une quelconque autre nation. Elle concerne la nation qui nous a colonisés de par le passé. Elle concerne ceux qui, dans l'humiliation absolue, exploitent nos peuples depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles. C'est le rêve, la voix d'un peuple qui a décidé de ne plus rester sous la domination d'une quelconque nation, sous la domination d'une quelconque entité ou sous la domination d'un quelconque peuple. Et cette même France, nous devrons apprendre à dire à ses ex-alliés de se méfier d'elle. Parce qu'elle n'a aucune fiabilité. Quand nous évoquons ce qu'elle fait comme superstice dans nos zones, quand nous évoquons toutes ces manigances dans nos zones, ceux qui la soutiennent, qui se disent pro-Bazoum au Niger par exemple, sortent des trucs de ce genre. Pour dire, mais pourquoi nous n'attaquons pas l'Amérique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, elle est prête à se noyer en s'accrochant à n'importe quoi et avec n'importe qui.
Ils l'ont même affirmé lors de la perte du pouvoir de Bazoum, quand les Américains ont refusé de rentrer dans leur dynamique de lutte pour renverser le président Tiani par la force. Mais les Américains avaient compris le message parce que les Nigériens avaient fait un choix simple. Ce choix consistait à ne plus jamais avoir une force étrangère sur leur sol. Les Américains n'ont pas discuté, ils sont partis du sol nigérien, ils ont respecté la souveraineté du peuple nigérien. Est-ce que les Nigériens ont eu besoin de venir faire un tapage devant leur base comme ce qui s'est passé dans le cas de la force française? Et c'est cette même force française qui, en relation avec ces différents soutiens, essaie de pousser les gens dans différentes directions. Non, nous connaissons notre combat. Notre combat est un combat de survie. Un combat qui vise à donner à notre peuple toute sa dignité. Et je vais vous faire réfléchir aujourd'hui, vous Nigériens. Vous qui ne comprenez pas les enjeux, qui pensez que non, il y a d'autres priorités qui dépassent ça. Ceux qui essaient de vous faire croire que c'est la démocratie, la priorité, ce sont des gens qui se foutent de vous. Regardez depuis la naissance de ces nations. Regardez depuis l'apparition du pétrole. Toutes les grandes nations qui ont pu profiter de façon efficace de leur pétrole, les Qatar, les Émirats arabes unis, et l'Arabie saoudite et d'autres, est-ce que ce sont des nations démocratiques? Est-ce que la France et tous ceux qui se disent défenseurs de la démocratie ont arrêté de collaborer avec ces gens sous le prétexte que ce n'étaient pas des nations démocratiques? Et quand vous réfléchissez, allez beaucoup plus loin. Les réserves pétrolières du Niger peuvent suffire à nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, à payer la dette publique de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et même payer la dette publique de la France. Seulement pour le Niger, sans compter les richesses du Mali, du Burkina Faso. C'est pour cette raison qu'on pense que nous sommes indignes de ces richesses. Quand vous regardez parallèlement, les mêmes acteurs soutenir une guerre, un génocide au Congo contre le peuple congolais. Pourquoi? Parce que ce peuple est riche. Parce que ses sous-sols sont riches. Et ces gens ont estimé qu'ils peuvent surfer sur les divisions internes pour nous empêcher d'être grands, d'être qui nous sommes. Et vous prenez un pays comme le Qatar. Le Qatar qui, à l'époque, était un soutien clé, toujours été un soutien clé des talibans. Les talibans qui avaient réussi Ben Laden, qui avaient organisé les attentats sur le sol américain, qui ont abouti à la guerre d'Afghanistan. Et qui, pendant la guerre d'Afghanistan, leur leader avait trouvé refuge au Qatar. Est-ce que les États-Unis ou les autres nations se disant démocratiques avaient rompu leurs relations avec le Qatar sous ce prétexte? Personne ne l'a fait. Est-ce que les gens défendaient leurs intérêts? Est-ce que la France avait arrêté de s'agenouiller devant ce Qatar? Non, ils n'ont jamais cessé. Est-ce que pendant que ce même Qatar et d'autres nations financent le terrorisme chez nous, est-ce que ces nations ont branché? Non, parce que ça les plaît. Ça les plaît pourquoi? Parce que vous savez, c'est une stratégie, une véritable stratégie qui vise à nous, en tant qu'hommes noirs riches, de nous marginaliser, de créer des circonstances pour que nous ne devenions jamais quelqu'un. Sinon, les réserves que nous avons en termes de richesse, en termes de ressources naturelles, ce sont des réserves qui dépassent de loin les réserves de l'Arabie saoudite. Ce que l'AES porte dans son sous-sol comme richesse dépasse de loin tout ce que l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et autres peuvent avoir dans leur sous-sol. Mais eux, à leur niveau, les pays comme le Qatar financent le terrorisme dans nos pays. Pourquoi? Parce que pour que leur pétrole puisse être vendu à un prix élevé, il faut qu'ils empêchent l'exploitation dans nos propres pays. Ils ne le font pas pour d'autres choses. C'est pour cette raison qu'ils soutiennent les terroristes. Mais ils trouvent des gens suffisamment ignorants dans nos nations qui sont prêts à céder à la tentation parce qu'ils sont tellement arabisés qu'ils pensent que tout ce qui vient de ces gens-là, ça va dans le sens de l'intérêt de notre religion, alors que c'est un gros mensonge. Des gens qui vous encouragent à déguerpir des populations de chez vous, à rendre la vie compliquée au vôtre, parce que vous ignorez complètement que si aujourd'hui, vous, peuple de cette AES-là, vous décidez de vous unir, vous décidez de taire les armes pour pouvoir avancer, c'est vous qui allez leur donner à manger. Parce que vous avez plus de richesse que ces gens-là vont venir vous faire croire que non, c'est pas l'amour pour vous qui le font. Mais parallèlement, quand il y a des incidents en Palestine ou d'autres pays
ou dans d'autres pays où ils ont la même couleur de peau, ces gens essaient de vous dire non, il faut qu'on lutte contre ça, ça concerne tous les musulmans. Donc la mort des musulmans de Ségou, la mort des musulmans de Solhan, la mort des musulmans de Falagountou, la mort des musulmans de Tira, de Bankila et autres ne concerne pas l'ensemble du monde arabe. Pourquoi des gens vont soutenir des gens qui viennent assassiner d'autres personnes qui se sont converties à la foi musulmane? Et même ceux qui ne se sont pas convertis à la foi musulmane, pourquoi ils vont financer des gens qui vont venir tirer dans les églises? Il faut qu'on se pose sur cette question. Et parallèlement à ça, les gens ont trouvé une nouvelle escroquerie qu'ils appellent l'économie verte. Ils disent qu'il faut investir dans les ressources renouvelables et laisser le pétrole. Pourquoi? Parce que nous n'avons même pas pu exploiter nos sous-sols pour pouvoir atteindre des objectifs. Si aujourd'hui le Niger, le Burkina et le Mali ensemble essaient de trouver des canaux, de voir des moyens pour pouvoir exploiter le sous-sol seulement nigérien ou bien le bassin de Taoubéni avec la sécurité qu'il faut, avec les infrastructures qu'il faut, avec les conditions idoines qu'il faut, vous pensez que quoi? Le monde se mettra à genoux devant nous. Parce que ce qu'il y a sur le sous-sol malien est énorme. Plus de 900 000 km² du sol malien a un potentiel pétrolier, ce qui dépasse de loin la France et l'ensemble de ces territoires d'outre-mer réunis. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Sommes-nous des sous-hommes? Sommes-nous incapables de réfléchir pour voir ce qui est bien pour nous? Nous vivons dans des nations qui ont un sous-sol extrêmement riche. Et ces gens sont sortis pour dire qu'on est incapable de savoir ce qui est bien pour nous. Est-ce que c'est vrai? C'est à vous de le confirmer ou de l'infirmer. Pourquoi les gens disent que nous sommes pauvres? Mais ils tiennent coûte que coûte à nous forcer pour rester dans leur giron. Ils nous forcent pour nous aider. Alors que dans leur propre nation, dans leur propre pays, il y a des gens, des individus français, qui sont nés français, qui dorment dans les rues, parce qu'ils sont des sans-abri. Ça ne tique pas votre attention. L'or est devenu le symbole de la puissance des nations. Même les monnaies les plus puissantes sont adossées à l'or. Et nous avons de l'or partout dans nos sous-sols. Et pourquoi les gens œuvrent quotidiennement pour que nous ne puissions pas l'exploiter? Il faut qu'on réfléchisse à ça aussi. Et pourquoi c'est quasiment la même situation pour l'ensemble des nations noires au sud du Sahara, l'ensemble des pays totalement noirs en Afrique en général? Pourquoi la France utilise l'uranium du Niger pour générer l'électricité pour ses citoyens et le Niger est obligé d'importer son électricité du Nigeria? Un Nigeria même qui subit des coupures incroyables, alors que l'uranium du Niger peut suffire largement pour alimenter l'ensemble de l'Afrique noire en électricité pour plusieurs vies. On ne se pose pas ces questions. Et pourquoi c'est chez nous que du terrorisme surgit de nulle part, financé par des gens qui exploitent des inconscients, qui n'ont même pas compris que c'est à eux-mêmes qui sont en train de faire perdre les choses? Et pourquoi tout part de France? Et tout le temps. Il faut qu'on réfléchisse à ce destin. Il faut qu'on réfléchisse à cette situation. Il faut que nous réfléchissions à ce que nous voulons devenir. Parce que, comme Nicolas Sarkozy l'a clairement affirmé, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Que le problème de l'homme africain qui n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une injure. Au-delà de ça, le général Lapointe est sorti pour parler du problème africain comme étant leur problème à eux. Comme à nous Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus...
Mais heureusement qu'il y a d'autres personnes de bonne foi de la race blanche et de la France qui étaient antérieurement sortis pour nous dire que ces gens, quand ils veulent dominer les gens, quand ils veulent occuper des terres, ils amènent des prétextes. Parmi les prétextes les plus exploités, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire, on veut voler son pétrole, son gaz, ses richesses, on veut contrôler la zone stratégique, ça on peut pas dire. Et donc, on va dire que on vient pour la démocratie, pour protéger les minorités, pour émanciper les femmes, contre le terrorisme. Ça, c'est le prétexte parfait, parce que s'il n'y a pas de terroristes quelque part, on en amène quelques-uns et le prétexte est tout trouvé. Il y a des gens qui ont tous les moyens du monde, qui refusent de venir nous aider à combattre le terrorisme. Pourquoi est-ce qu'on va les faire confiance? Parce que dans le fond, ils n'ont jamais voulu nous aider à combattre ce terrorisme parce que le terrorisme les arrange. Il ne faut pas que ça s'arrête. Parce que imaginez-vous une chose. Si aujourd'hui, le Niger réussit à exploiter pleinement ces ressources-là, l'ensemble des populations du Niger seront des populations aisées, qui auront une vie qui pourra concurrencer la vie des plus grandes nations pétrolières du monde, telles que l'Arabie Saoudite, le Koweït et d'autres nations. Et pourquoi c'est chez nous, les Noirs, que c'est compliqué? Pourquoi même nos pays voisins, la Libye, de par le passé, l'Algérie et autres réussissent à exploiter les ressources, mais nous, depuis toujours, personne n'est disposé à se lancer dans cette dynamique. On est beaucoup plus attaché à une soi-disant démocratie qu'à notre devenir. Qu'à ce que nous pouvons construire pour nos enfants, pour nos futurs petits-enfants, pour notre devenir en tant que peuple, en tant qu'être humain, jusqu'à ce qu'on se retrouve sans moyen de défense. Et même par moments, quand nous sommes en guerre et que les nôtres sont en train de mourir, des autres nations, parfois noires, comme la Côte d'Ivoire, trouvent des alibis pour aller demander à nos fournisseurs de ne pas nous fournir des armes sous le prétexte que nous sommes des nations antidémocratiques et que ces armes-là vont servir à Siaoussa. Alors que les mêmes grandes nations fournissent des avions de chasse, des armes de dernière génération à des nations autoritaires comme le Qatar. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous réveille pas. Ça ne vous amène pas à comprendre les enjeux. Ça ne vous amène pas à comprendre que c'est plus que ce que vous voyez. Et les mêmes personnes qui financent des gens pour venir causer les morts chez vous dans le Gorol, dans le Séno, dans le Sarmatenga, ou dans d'autres localités, ou dans le Gourma malien, là, ce sont les mêmes qui vont utiliser leurs propres canaux pour essayer de vous révolter contre vous-même pour les morts qu'ils ont créés. Et vous pensez que vous êtes alliés? Vous pensez qu'on peut s'en sortir dans ça? Non. Il faut que nous comprenions une chose. Si aujourd'hui, au niveau de l'AES, on décide d'utiliser la force conjointe de l'AES et toutes nos ressources et nos intellectuels pour les concentrer, par exemple, seulement sur le bassin de Kaoudenir, pour faire une exploitation minière et pétrolière appropriée de la zone, et qu'on met ensemble des infrastructures clés avec une sécurisation absolue de l'ensemble des trois nations qui font la fédération, vous verrez, avec l'argent qu'on va générer en une année là, les mêmes personnes qui nous foutent aujourd'hui seront prêtes à nous vendre des armes parce qu'ils ne cherchent que l'argent. Ils ne cherchent que les ressources. Mais tant que nous ne serons pas capables d'être unis, de savoir ce que nous voulons pour nous, de sensibiliser suffisamment nos populations pour qu'elles comprennent que c'est contre elles-mêmes qu'elles sont en train de lutter là, ça va être difficile. Parce que les terroristes qui sont en bourse, même si on te donne 1 million par mois, il faut te dire une chose. Que tu sois Nigérien, Mali ou Burkinabé, comprends une chose. Ils font ça pour qu'on ne puisse jamais exploiter les ressources de nos sous-sols. Et si on exploite les ressources de nos sous-sols, ce n'est pas des millions que tu vas avoir besoin par mois, non. Tu n'auras plus besoin de souffrir de toute ta vie. De la même façon que les Libyens vivaient à l'aise à l'époque, de la même façon que les Saoudiens vivent à l'aise, de la même façon que les Émiratis vivent à l'aise, de la même façon que les Qataris vivent à l'aise. C'est de cette même façon que tu vivras à l'aise, et même plus. Il faut les dire ça pour qu'ils n'ont qu'à pouvoir comprendre. Les gens veulent que vous sachiez les vôtres de vos propres terres, de leurs terres, afin qu'ils puissent profiter, exploiter nos sous-sols. Pendant que nous, on est occupés à nous entretuer entre nous, sans aucune raison. Et c'est lâche et irresponsable. C'est le message que vous devez comprendre. Et ce qui complique la tâche, c'est la lâcheté de certains pays voisins noirs qui essayent de tout faire pour servir les intérêts du colon.
soit disant que c'est au nom de la démocratie qu'ils sont en train de se battre. Battre contre qui? Contre leurs propres frères. Mais on a bombardé la Libye au nom de la démocratie. C'est quand les élections? Est-ce que la démocratie a été instaurée? Demandez au peuple libyen leur train de vie actuel et leur train de vie d'hier soit un régime qu'on considérait comme un régime dictatorial. Les gens partent, là, le président français même se met à genoux devant des Qataris, devant des Saoudiens et autres, juste à cause des pétroles de dollars. Quand est-ce qu'ils comptent leur parler de démocratie? Quand est-ce qu'ils comptent leur parler du fait de la nécessité d'accorder à des femmes le droit de voyager seules, le droit de conduire? Et quand est-ce qu'ils comptent leur demander de mettre fin aux décapitations, à toutes les méthodes barbares qui existent? Ça ne les intéresse pas. Les Qataris, les Saoudiens et d'autres nations nous demandent de soutenir la Palestine. Et demandez-leur quand est-ce qu'ils vont eux aussi soutenir les peuples noirs aussi du Sahara qui sont en train de souffrir sous le joug terroriste des ennemis qui essaient d'exterminer ce peuple-là. Personne ne va avoir pitié de nous, personne ne va avoir pitié de vous. Les quelques égarés qui vous amènent des problèmes d'Icha, il y a une attaque ici, il y a une attaque par là, on ne va même pas les calculer. Parce que eux, comme je les ai surnommés, ce sont des enfants perdus de la République. Ce qu'ils disent là, ça n'a aucun sens. Ce que les Abdou Pagiou et autres essayent de dire sur le Niger, c'est de la fourberie. Moi, j'ai vécu des exemples concrets sur Bazoum. Bazoum avait accepté de concéder l'ensemble de la région de Tillabéri aux terroristes. Il avait même empêché aux gens de Anzourou de s'armer pour pouvoir se défendre. Il permettait dans tout le Goro nigérien aux terroristes de prélever de la taxe sur les activités des pauvres populations de cette région. Et aucune intervention militaire en retour. Il disait qu'il y avait la paix. Et quand des ressortissants de Tillabéri, les Abbasi Idrissa et autres se levaient pour demander plus de sécurité et l'autorisation de se défendre, on les attrape, on les enferme à Niamey. Certains étaient en prison à Niamey, c'est à l'arrivée de Tiani qu'ils ont été libérés. Et vous pensez que quoi? Et on parle de démocratie, de droit, de liberté, pendant qu'on laisse des peuples entiers à la merci de narco-terroristes soutenus par la France. Et Tiani qui est venu libérer ces peuples-là, de ce zoo-là, on veut le présenter comme la mauvaise personne. Mais c'est à ce peuple aussi de se rappeler de ce qui s'est passé hier. Hier, c'est pas loin, c'est juste à côté. Vous êtes du Goro, vous êtes de la région de Tillabéri, vous connaissez ce qui s'est passé. Et vous connaissez la différence. Et vous allez laisser des gens qui, hier, quand on vous faisait ça là, les Abpagiou et autres qui soutiennent Bazoum là, hier, quand vous suiviez tout ça là, est-ce que ces gens-là parlaient des attaques qu'il y avait chez vous? Quand il y avait des attaques, des incidents intercommunautaires entre les communautés, est-ce que ces gens-là parlaient? Non. Au contraire, ils disaient qu'il n'y avait rien, que tout allait bien. Mais aujourd'hui, subitement, quand ils ont perdu le pouvoir avec leur mentor, leur chef terroriste qui est Bazoum, et qu'on a des braves qui envoient des hommes pour aller donner leur poitrine pour vous, ce sont eux qui viennent dire qu'il y a attaque à Chatman, il y a attaque à Kokoro, il y a attaque à Belekwara, il y a attaque à Lemdou, il y a attaque à Foneko. Pourquoi ils viennent faire ça? S'il y a attaque et qu'il y a des morts, on est en guerre. Et il y a des morts parce qu'il y a des hommes qui sont prêts à aller donner leur poitrine pour pouvoir laver l'affront, pour pouvoir définitivement déterrer les graines de la lâcheté que Bazoum a sémé avant de partir. C'est ce qu'il faut se dire et c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que vous devrez vous dire. Le noir est émotion, d'après Senghor. Je suis tenté de le croire. Parce que nous-mêmes, là où nous sommes là, on doit avoir honte et pitié de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être des mendiants éternels dans un monde dans lequel nous avons toutes les ressources dans nos sous-sols. Les gens nous ont importé ce qu'ils appellent la démocratie. Pour faire quoi? Pour nous exploiter. Et on regarde toutes les nations qui ont le pétrole dans leur sous-sol, l'or dans leur sous-sol, qui ont réussi là. Il n'y a pas de nation démocratique parmi ces nations. Il
Il n'y a pas de nation qui manie. Au contraire, ce sont ceux qui veulent importer et exporter la démocratie là, qui partent se mettre à genoux devant eux. Et ils viennent nous humilier pendant que nous sommes assis sur des richesses, pendant que nous dormons sur des richesses. Et voilà, oui, ça doit être une honte pour vous, wallahi. Ça doit être une honte. On doit se réveiller et comprendre. Mais des gens qui viennent publiquement nous dire que nous ne sommes pas conscients de ce qui est bien pour nous, qui viennent publiquement au niveau de la télévision parlementaire de leur pays pour dire que bon, comme leur présence visible est inacceptable, il faut qu'ils rendent leur présence plus invisible. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes condamnés à être des sous-hommes, à être exploités éternellement. Mais quand même, c'est une humiliation. C'est à vous de réfléchir à ce que vous voulez pour vous. C'est sur ce que vous voulez pour vos enfants, pour vos futurs petits-enfants. Nous sommes dans une lutte de vie ou de mort. Moi, personnellement, je suis aux États-Unis. C'est vrai. Mais il n'y a absolument rien sur cette terre, que ce soit la mort, l'emprisonnement ou quoi que ce soit, qui peut, moi, m'amener à reculer dans cette lutte pour la survie des miens. Et je l'ai répété à plusieurs reprises. Je suis l'AES. Je suis l'AES pour le fait d'avoir marché à pied de Falaguntu jusqu'à Niamey. J'ai marché Falaguntu à Marsinga, Lemdou, Tak jusqu'à Foneko, de Foneko à Terra, de Terra à Beauté, de Terra à Bagme jusqu'à Beauté, jusqu'à Niamey. À pied, je l'ai déjà fait. Dans la ville de Niamey, je bossais avec mes camarades et autres au niveau du rond-point 6e. Et le soir, je me levais, je logeais à Calais, je marchais aller à Calais, dîner, et après, je marchais pour aller à Yantala pour causer avec mes tantes et cousins. À Bamako, c'était la même chose. N'en parlons pas de Ouagadougou. De Tamboui à, comment on appelle, aux 1200 logements, je marchais ça constamment. Je suis un fils de l'AES, je l'ai vécu, j'ai été sur le site orifère, j'étais à Komabangu, j'étais à, comment dirais-je, j'étais à Solhan, j'étais à Essakan, j'ai été partout. Il y a quoi que quelqu'un peut me montrer? Je me suis assis à des tables de présidents de différents pays africains depuis très longtemps. Je me suis assis à la table du président Tanja. À bien d'autres tables, je me suis assis à la table du président Amadou Toumani Touré. Je n'étais même pas encore majeur. Et j'avais déjà cette fougue, j'avais cette rage de me battre pour que nous devenions des hommes. J'étais à peine majeur quand j'exhortais nos dirigeants à organiser le forum de Tombouctou pour notre dignité, pour notre honneur, pour notre survie. Et il y a toujours des gens à ce siècle qui pensent que c'est impossible. Parce que leurs esprits ont été tellement travaillés qu'ils pensent que nous sommes des sous-hommes, condamnés à être des sous-hommes. Qui pensent que notre condition est normale. Non, notre condition n'est pas normale. Et personne ne va nous libérer. Ce qui va nous libérer, c'est notre détermination et notre prise de conscience. Et cette prise de conscience commence avec les pays de l'AES. L'AES va libérer le Congo. L'AES va libérer la Centrafrique. L'AES va libérer le Soudan. Ce AES-là va libérer l'Afrique. Mais pour que l'AES puisse réussir cet exploit, ça dépend de qui? De vous, de nous, tous sans exception. Il faut que nous soyons solidaires et que nous restons soudés derrière nos dirigeants. Moi, je ne connaissais pas le président qui a dit personnellement. C'est vrai, autour de lui, il y a beaucoup de gens que je connaissais, comme je connaissais beaucoup de ministres de Bazoum. Parce que comme je l'ai dit, le Niger n'a pas de secret. Pour moi, le Niger, c'est chez moi. Si vous prenez les gens qui sont là, les leaders influents, les Ali Idrissa, les Michael Zodi, les Issa Karba, les Nouna Azika, même l'autre ex-ministre de l'énergie de Bazoum qui a été arrêté plus tard, Ibrahim Yacouba quand il était sujet du syndicat de la douane et autres, mais ce sont des gens avec qui j'ai travaillé dans le respect pendant que je n'étais même pas encore majeur. Le Moura Amadou qui a été 10 ans ministre de la Justice du Niger. N'en parlons pas du Burkina Faso, son nom Jean-Baptiste Natama et bien d'autres acteurs. Nous avons évolué, nous avons travaillé ensemble sur beaucoup de sujets, que ce soit dans la classe politique comme dans la société civile. De la même chose au Mali, le docteur
Omar Maïko et autres, ce sont des gens avec qui nous avons eu des rencontres. On descendait à l'hôtel Azalaï à l'époque, et le docteur Touré Afis Bonkan et autres, on faisait nos rencontres dans une salle là-bas au musée de Bamako. Pourquoi? Pour le futur, pour l'avenir. Mais moi, je suis né avec cette fougue. Et j'ai toujours grandi avec cette rage. Parce que je suis quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans un moule ethnique. Je l'ai toujours dit. J'ai mes neveux et mes nièces qui sont des Koromero, qui sont des Hausa. Moi-même, on me considère comme Songoï. Mais je suis né chez les Peuls à Seba. Et j'ai mes oncles, mes tantes qui sont des Diko, qui sont des Djibo, qui sont des Paraboulés et qui sont d'autres localités. Dans ma famille lointaine, j'ai des gens qui sont Bambara, qui sont de Banfora. J'ai même des Dogons dans ma famille. Même Dogon, même pauvre Dogon, là, j'en ai dans ma famille. Même Gurungaï, même Gourmandoui, j'ai ça dans ma famille. Même simple Bogobiri, j'ai ça dans ma famille. N'en parlons pas des armées, les Armas. Parce que quand on dit Zarma, les gens ne comprennent pas. Zarma, Songo et Dendi, en fait, c'est les mêmes familles. C'est comme les Mossi et les Yatsi. Pour ceux qui sont du Burkina, nous parlons la même langue, mais le dialecte diffère, la prononciation qui diffère légèrement, en fait. Sinon, c'est les mêmes familles. Les Dendi, c'est le nord du Bénin. Et les Jarma, c'est une bonne partie du Niger, jusqu'à la capitale. Et les Songoï, c'est ce qui vient dans la région de Tillabéri en remontant dans l'extrême nord du Burkina, et puis l'autre, le Gourma malien. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de vous dire quoi? On est face à quelque chose d'inédit. On a le choix à faire entre notre futur, le futur de nos enfants, de nos futurs petits-enfants, et une dépendance et un esclavage éternel. C'est quoi que vous choisissez? Ne pensez pas que nous sommes dans un confort loin de vous, non, non, non. Moi, je ne vais pas vous donner des détails, mais dans peu de temps, vous nous verrez sur le terrain. Parce que s'il nous faut tous mourir pour cette cause, on va tous mourir. S'il nous faut tout sacrifier pour cette cause, on va tout sacrifier. Mais personne ne va encore nous dominer ou nous ramener en arrière. Personne ne va empêcher au Niger d'exploiter pleinement les richesses du fleuve Niger à Bagamé, avec toutes les possibilités, les statuts de terre autour de l'eau, qui peuvent nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, qui peuvent même abriter une centrale nucléaire qui peut donner l'énergie à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Personne ne va nous empêcher d'exploiter les sites miniers de Sakam, les mêmes que Bungu et autres. Personne ne va nous empêcher d'exploiter le bassin de Taoudéni. Nous sommes un peuple, nous sommes une famille, nous avons un destin commun, nous avons subi les mêmes humiliations et nous allons de façon courageuse avancer jusqu'à être des hommes totalement libres. Maintenant, la balle, elle est dans votre camp. C'est à vous de partager ce message au maximum. Inch'Allah, dans les prochains jours, je ferai un message exclusif en langue jarma pour nos frères du Niger, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux, pour que chacun puisse se sentir concerné par les enjeux. Portez-vous bien et je vous souhaite vraiment un excellent vendredi. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.